Alors voici une correction du premier brevet blanc d'histoire-géographie de MC. Je vous rappelle qu'il y a de l'histoire, donc 20 points, géographie 20 points, et de l'EMC sur 10 points. Je vous conseille de faire votre score, hein, s'il n'y a pas le détail sur la copie, pour voir un petit peu ce qui est à renforcer, et puis ce qui fonctionne bien. Alors première chose, vous aviez une étude de document, une affiche, faite par l'État français. Bien, on vous demande évidemment d'abord de la décrire. On peut distinguer soit deux plans, donc le premier ici avec les civils, le second avec les militaires, soit trois plans avec donc les civils, le soldat et puis le front, enfin je veux dire le no man's land un peu plus loin. Alors ce genre d'affiche est fréquent, vous voyez ici une affiche française, l'argent permet d'écraser le soldat allemand qu'on reconnaît son casque à pointe, donc l'argent français, puisqu'on a le coq ici qui symbolise la France. Voilà une affiche faite par l'État français pour emprunter de l'argent aux Français. Les Italiens ont fait la même chose, beaucoup de pays européens vont avoir recours, beaucoup d'États vont avoir recours à l'emprunt auprès de leurs citoyens. Alors ici, décrire, eh bien, là je vous propose en deux plans, trois plans c'est possible. Au premier plan, donc un homme qui apporte des munitions et une petite fille qui apporte une grenade à un soldat qui est au second plan, qui lui s'apprête à les combattre. On voit qu'il regarde en direction du front, du no man's land, et puis au troisième plan, nous voyons des soldats qui combattent un arbre complètement pulvérisé par la violence des combats. Vous aviez ensuite tout simplement à préciser, en gros, dans quel contexte historique nous sommes. Ici, c'est la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Cette affiche, elle s'adresse aux civils. Et ça, c'était pas évident, apparemment, de le comprendre. Ce sont les civils qui vont prêter de l'argent, et c'est l'État qui dit qu'il va permettre à l'armée française de gagner plus rapidement, les soldats français vont gagner plus rapidement grâce à cet argent prêté par les civils. Ensuite, en quoi ce message peut-il paraître optimiste? Eh bien, il suffit de se rappeler de la frise chronologique. Cette affiche date de 1915, et vous voyez que nous sommes complètement au début de cette guerre. Alors que sur l'affiche, il est indiqué français, un dernier effort. Ça n'est pas du tout le dernier effort à faire pour les Français. Donc c'est optimiste, cela laisse croire que la guerre va bientôt se terminer. Ce n'est pas le cas, puisqu'elle sera terminée en 1918. Ensuite, cinquième question, vraiment une question de connaissance. Que font les civils pour participer à l'effort de guerre? Eh bien, vous l'avez souvent vu, les femmes remplacent les hommes dans les champs, bonne réponse, dans les usines, certains ont parlé de munitionnettes, et vous pouviez aussi reprendre l'idée de cette affiche, les civils prêtent de l'argent à l'État, ce qui leur permet donc de participer à l'effort de guerre. Ensuite, autre activité, savoir remettre des dates dans le bon ordre sur une frise chronologique. Ça fait partie des différents langages que vous étudiez en histoire-géographie. Alors là, ces dates n'étaient pas du tout présentées dans l'ordre chronologique, dans l'énoncé. Vous aviez d'abord le traité de Versailles en 1919, Versailles avec un S. Vous aviez la bataille de la Somme ou la bataille de Verdun, dans les deux cas 1916. Les professeurs ont choisi d'étudier Verdun ou la Somme. Staline, qui lui arrive au pouvoir en 1924, et une date facile à mémoriser, 11-11-1918, l'armistice, donc l'arrêt des combats. L'arrêt des combats, ça n'est pas un traité de paix, il est donc en 1919 ce traité de paix. Alors, vous deviez faire aussi sur votre copie, pas sur la feuille d'exercice, mais sur votre copie, le schéma d'une aire urbaine. Alors, la ville-centre, évidemment, vous faites des apâts de couleurs, c'est beaucoup mieux, c'est plus clair, et ça permet de bien comprendre l'étendue des espaces, la banlieue et la couronne périurbaine. Ensuite, deuxième partie, les dynamiques, l'étalement urbain et les migrations pendulaires. On choisit le bon figuré, donc là, l'étalement urbain par une flèche rouge, un seul sens, le sens de l'étalement, et migration pendulaire, flèche à double sens, puisqu'il s'agit d'aller-retour quotidien. Alors, il fallait par contre répondre cette fois-ci sur la feuille, et c'était spécifié, il fallait mettre donc les différentes aires urbaines, les 10 plus peuplées, sur les 800, vous les avez ici, et rappeler les dynamiques à l'échelle de la France, c'est-à-dire les déplacements de population, plus définitifs que les migrations pendulaires. On a surtout donc une population qui va aller vers les métropoles de l'Ouest et du Sud, l'héliotropisme et puis la littoralisation. On a
Paris, hein, qui attire un petit peu aussi. On aurait pu mettre que les habitants du Havre sont attirés par Paris, les Rouennais aussi. Et il y a des Parisiens qui quittent donc évidemment beaucoup l'aire urbaine pour aller s'installer en famille plus vers le sud et vers l'ouest. Bon alors, je passe les deux textes, hein, histoire et géographie, vous avez la correction. Maintenant, l'étude de documents 2MC. Alors là, vous aviez 3 documents, une affiche. On vous demande le statut juridique du citoyen. Eh bien, c'était dès le départ de ce document-là. Vous voyez qu'il a un statut de liberté. On voit l'expression hein, qui apparaît dans notre énoncé. Le citoyen peut choisir de participer ou pas. Il n'y a pas d'amende. Si vous n'allez pas voter, si vous vous abstenez aux élections, vous n'êtes pas puni d'une amende. Alors, c'est donc une situation de liberté de participer ou de ne pas participer. On vous est dans du document 2, donné 2 arguments pour illustrer la phrase du document 1. Donc, on ne n'est pas citoyen, on le devient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous aviez ça dans la deuxième partie du texte. Vous pouvez voter, vous pouvez vous présenter aux élections, participer à une association, un parti politique, un syndicat, et tout simplement vous comporter de manière responsable, penser aux autres, politesse, respect du bien public et des autres. Voilà une réponse qui pouvait... Enfin, à chaque fois vous aviez plusieurs possibilités, vous voyez là, 5-6 réponses possibles, et vous aviez à en choisir 2, tout simplement. Ensuite, un texte à faire sur comment on devient citoyen français et quels sont les droits et les devoirs de ces citoyens français. Donc finalement, ça fait un texte en 2 ou 3 parties qui reprend un schéma que nous avions vu en cours. Hein, on voit là la première partie, hein, donc comment on devient français, et ensuite quels sont les droits et les devoirs des citoyens français qui sont en même temps des citoyens européens. Alors ça donne ceci en plan détaillé, hein, il faut le développer. Comment devient-on français? Eh bien, un citoyen français, il faut avoir la nationalité française et plus de 18 ans. Ensuite, bien, la nationalité, pour l'obtenir, il y a par le biais du droit du sol, le droit du sang, mariage, naturalisation, et tout ça, vous pouvez l'expliquer, vous devez l'expliquer dans votre texte. Deuxième partie, les droits et les devoirs. Alors, quels sont les droits civils, les droits sociaux, les droits politiques? Là, pareil, vous donnez des exemples concrets pour pouvoir rédiger votre texte. Et ensuite, les devoirs, défendre le territoire français. En plus, hein, on a en première partie en histoire l'exemple d'un conflit hein, où des citoyens sont allés défendre le territoire français, payer les impôts et les taxes, respecter les lois, et là encore vous pouvez prendre des exemples classiques, hein, le code de la route pour le respect des lois est souvent très utile. Le document 3 qui parle donc de la citoyenneté européenne et sur l'aspect droit de vote, ça c'était assez bien réussi. Quelles sont les limites de ce droit politique? Eh bien, vous pouvez voter aux élections municipales, mais vous ne pourrez pas, si vous êtes un citoyen de l'Union européenne en dehors de votre pays, vous ne pourrez pas être maire ou adjoint au maire dans la mairie dans laquelle vous résidez. Les limites donc sont celles-ci. Ensuite, vous aviez une question sur les conditions nécessaires pour obtenir la citoyenneté européenne. Et donc, il faut avoir la nationalité d'un des pays de l'Union européenne, évidemment, être majeur. Donc, avoir plus de 18 ans. Maintenant, question de connaissance, quel droit politique possède un ressortissant européen? Eh bien, vous aviez plusieurs possibilités. Le droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne, le droit de travailler et d'étudier dans l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen, ce qui aura lieu bientôt là, en mois de mai, de mémoire 2019, dans tous les pays de l'Union européenne, droit de pétition également, donc si on veut sensibiliser le Parlement européen à un problème, il y a possibilité de déposer une pétition. Ensuite, eh bien, les dates de citoyenneté européenne, quel traité l'a instauré? Il s'agit du traité de Maastricht de 1992. Voilà, c'était donc la dernière des questions. Peut-être pour terminer simplement, Maastricht qu'on entend souvent, on a des fois du mal à l'orthographier. Il s'agit donc d'un pays européen qui sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on l'appelle parfois la Hollande à tort, mais c'est une partie de la Hollande des Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, si vous regardez bien, Maastricht se trouve complètement au sud, hein, dans le sud, pardon,
des Pays-Bas, et tout proche, tout près de l'Allemagne et de la Belgique. Donc c'est vraiment une région très en contact avec les pays, d'autres pays européens. Maastricht est ici. C'est une ville très ancienne, une des plus vieilles villes d'Europe, probablement qui apparaît à l'époque romaine, de l'Empire romain. Et cette ville a une expérience européenne particulière car elle fait partie d'une euro-région, voyez, avec en fait une région qui est à cheval sur la Belgique et sur l'Allemagne. Donc c'est une ville emblématique de la collaboration entre différents pays européens. Alors, c'est une région qui notamment travaille, coordonne tout ce qui est transport, par exemple, et aussi formation. Donc voilà pour cette correction. Je vous souhaite de bonnes vacances aussi.